Alors nous allons enchaîner sur notre deuxième débat, qui est plus un débat femmes, enfin rémunération, association. Quand est-ce qu'on obtiendra l'égalité homme-femme, enfin femmes-hommes au barreau? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, au barreau, alors sur la petite introduction qu'on avait faite pour les tables rondes, il y avait une petite erreur, qui était liée à une petite erreur dans un rapport de l'Union des jeunes avocats de Paris. Je suis désolée, je les balance. Mais en fait, c'est quand même pas mal, hein. Une avocate gagne environ 40% de moins qu'un avocat quand même. Voilà, donc ça c'est vrai. Et dès la première année, on constate un écart inexpliqué de 12% entre les rétrocessions des collaborateurs et celles des collaboratrices, 18% à partir de la 6e année. Et dans les gros cabinets d'affaires, 79% des associés sont des hommes. C'est à se demander s'il existe un avenir pour la femme derrière le barreau. Avec moi pour répondre à cette question douloureuse, des experts prestigieux que je vais inviter maintenant à me rejoindre. Alors on ne la présente plus tant elle est incontournable sur le sujet de l'égalité femmes-hommes. Énarque, auteure de nombreux livres sur les stéréotypes et le sexisme, elle est secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Je suis fière d'accueillir Brigitte Grésy. Alors le plafond de verre, elle ne connaît pas à titre personnel puisqu'elle mène une brillante carrière dans le groupe Lagardère en tant que directrice générale de Lagardère Active. Mais les difficultés pour certaines femmes à faire carrière, elle en a fait un livre remarqué qui s'appelle « Le rêve brisé des working girls ». Venez nous rejoindre Claire Léost. Elle est fondatrice et dirigeante de Talentis, un cabinet leader de coaching qui accompagne les dirigeants et les organisations dans le monde entier afin de développer la performance collective et d'accompagner les transformations. Bienvenue à vous, Valérie Recoplan. C'est le seul avocat et le seul homme de notre débat, mais c'est un homme engagé. Il dirige la société d'avocats Linklaters, un cabinet d'origine anglo-saxonne. Assez exemplaire, il ne sera peut-être pas content comme Gianmarco Montellato que je dise ça, mais moi je trouve assez exemplaire en matière d'égalité femmes-hommes. J'ai le plaisir d'accueillir Paul Linière. Alors je vais commencer par vous, Paul Linière. Merci Clémence. C'est bon ? Voilà. Moi, on s'en fout. Voilà. Alors il y a... il y a un décalage en fait, le nombre, la proportion dans les cabinets entre les hommes et les femmes en tant qu'associés, c'est je crois 80% d'associés hommes et 20% d'associés femmes. Comment ça se passe chez vous? Je pense qu'on doit c'est mieux? Je pense qu'on doit être à peu près dans les mêmes ratios. Ah bon? Alors c'est pas clair. Je pense que on fait beaucoup mieux dans les pays anglo-saxons qu'en France. Donc ça, il y a une différence qui est absolument évidente. Je crois que, je ne peux pas donner de chiffres faux, mais je crois qu'à Londres, il doit y avoir à peu près 40% de femmes. Et en France, un peu moins de 30%. Donc il y a une différence qui est radicale quand on prend les pays, la France, y compris, je crois, en Italie, en Espagne, il y a plus d'associés femmes qu'en France. Je crois que le seul pays qui fait moins bien que la France, c'est l'Allemagne. Il y a en Angleterre, il y a des politiques qui ont été mises en œuvre qui sont très, très fortes, très radicales en fait, pour compenser ça. Donc, mais par exemple, on va parler des politiques un peu plus en détail tout à l'heure, mais juste, est-ce qu'il y a des écarts de rémunération chez vous aussi entre les femmes et les hommes? Non, ces sujets-là, ils ont été réglés depuis un certain temps. En fait, les véritables discriminations se voient dans la progression des carrières. Donc les discriminations les plus évidentes ont été réglées depuis un certain temps, et ce qui reste, je dirais, c'est le plus difficile parce que c'est assez invisible en fait. C'est le fameux plafond de verre, et c'est quand on regarde les pyramides, et quand on regarde les évolutions de carrière, et quand on parvient à sortir des chiffres sur les évolutions de carrière, là on voit effectivement qu'il y a un certain cap dans la carrière que les femmes franchissent moins que les hommes. Donc plus on monte dans la hiérarchie, plus c'est le cas. Donc c'est là en fait sur l'évolution de carrière et sur le temps qu'on voit les discriminations. Donc difficile à déceler en vérité. Ok, Brigitte Grésy, j'aimerais bien que vous fassiez un petit
panorama rapide de ce qui se passe dans la société en général sur les inégalités femmes-hommes dans le monde du travail. Pas spécifique au barreau, donc vraiment pour qu'on resitue le barreau dans ce qui se passe dans la société. Il y a des grandes tendances qui sont extrêmement proches de ce que l'on voit au barreau, dans les barreaux d'une façon générale. C'est-à-dire que d'une part, le travail des femmes, c'est quand même un très grand progrès. Donc il ne faut pas dire que tout va mal. En France, 83% des femmes âgées de 25 à 49 ans travaillent. Donc il y a une forte population active féminine. L'investissement en formation initiale est absolument incroyable. Et 2/3 des diplômés du 3e cycle, ce sont des femmes. Et cet effet ne fait que s'accentuer. Moi, j'assistais ce matin à la remise d'une grande enquête faite par Dominique Meurs sur les écarts de salaire dans la fonction publique versus secteur privé. Et on se rend compte que de plus en plus, eh bien, les femmes sont diplômées. Alors après, on ne voit pas quels sont les effets d'éviction. Mais et donc l'investissement en formation initiale est énorme. Et pourtant, la majorité des modes d'accès au marché du travail se fait aujourd'hui par temps partiel. Donc en équivalent temps plein, le taux d'activité des femmes ne progresse plus. Et pourtant, la précarité du travail féminin grandit, puisque les 2/3 des bas salaires, ce sont des femmes. Mais les femmes cadres jouent de mieux en mieux le jeu de la mixité. Mais ce qui n'empêche pas, évidemment, des choses terribles qui sont à la fois les murs de verre, ça on n'en parle peut-être pas aujourd'hui, c'est-à-dire évidemment la ségrégation dans un certain nombre d'emplois qui sont évidemment les moins bien payés, et puis le plafond de verre qui est extrêmement fort. Peut-être vous pouvez préciser ce que c'est que ces histoires de murs de verre, de concentration, parce que je crois qu'au barreau on pourrait faire un parallèle. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que les femmes sont majoritairement dans des métiers dits féminins, et on retrouve aussi peut-être que dans la politique de la famille, etc., il y a plus de femmes que dans les spécialisations commerce, etc. Il y a plus de femmes en droit de la famille qu'en droit fiscal, par exemple. Absolument. Et donc c'est moins rémunérateur. Absolument. Et donc on retrouve, plus de la moitié des femmes sont cantonnées dans 10 filières professionnelles, 10 filières professionnelles, parmi lesquelles il y a tous les métiers du care, les métiers de l'enseignement, les métiers de la santé. Le care, il faut expliquer ce que c'est, pardon. Le care, c'est tous les métiers de service à la personne, c'est le fait d'aider les autres. En anglais, care. Voilà. C'est à la fois la prise en charge réelle, mais aussi la prise en charge psychologique. C'est-à-dire le fait qu'on a dans sa tête le logiciel domestique et le logiciel de la prise en charge de l'interdépendance avec autrui. Et ça, c'est lourd dans la tête. S'occuper des autres. Voilà. Oui. Donc on trouve des écarts assez semblables, c'est-à-dire que, les femmes, c'est la moitié de l'humanité, et pourtant, il y a toujours en moyenne 27% d'écart de rémunération. Donc vous, c'est encore plus dans la profession d'avocat. 40. Vous allez à plus de 40, ce qui est énorme. Donc finalement, il y a 3 indicateurs, vous, dans votre profession, que je trouve intéressants et qu'on peut remettre en boucle avec les indicateurs du marché du travail au sens large. C'est le nombre des femmes. Vous êtes plus de la moitié, à peine un quart au poste associé, etc. Vous avez un écart de rémunération qui est quand même très important. Et même dans je dirais, les commissions, que ce soit le Conseil de l'Ordre ou que ce soit les commissions techniques, bien, dans le Conseil de l'Ordre, à peine un tiers, dans tous les barreaux. Et puis les commissions techniques, vous êtes plus nombreuses, plus de la moitié, par exemple. Et vous faites un vrai lien entre la place des femmes dans les instances représentatives oui, absolument. Et la condition des femmes dans une profession. Alors, l'égalité, c'est toujours une approche systémique. C'est-à-dire que si on pouvait tirer une seule ficelle et on se dit, ça y est, je tire la ficelle et je traite tout, ce serait génial. Mais malheureusement, c'est plein de ficelles qu'il faut tirer en même temps. Et évidemment, la place des femmes dans les organes représentatifs, c'est également important. La place des femmes parmi les associés, où c'est les meilleurs salaires et où c'est la gouvernance, c'est également important. Et donc, on a là la question des postes, des places et de la promotion de carrière. Et alors aujourd'hui, il y a un nouveau concept que je trouve extrêmement intéressant qui va être un peu développé à la fois dans le secteur privé et le secteur public. C'est ce qu'on appelle la fonction d'accès au poste supérieur. C'est-à-dire qu'on calcule par des modèles extrêmement compliqués quelle est la chance pour les femmes d'accéder au poste supérieur. Dans la fonction publique d'État, par exemple, les femmes ont la moitié moins de chances que les hommes d'accéder à l'emploi supérieur, alors que
on a quasiment tous le même diplôme, c'est-à-dire soit les IRA, soit l'ENA, ou soit les concours internes, et qu'on a très souvent la même expérience. Donc c'est ce noyau dur qui résiste à toutes les analyses et qui résiste à l'analyse des facteurs différentiels. Il y a des facteurs différents, c'est l'âge, l'expérience, le diplôme, on habite Paris, on n'habite pas Paris, le temps partiel ou pas le temps partiel. On a des facteurs différentiels pour expliquer les écarts de rémunération. Et si on neutralise ces facteurs, il reste un noyau dur résiduel absolument inexplicable qui est la discrimination pure qui est liée au système de représentation différent des hommes et des femmes. Et alors, cette discrimination pure, est-ce que ça veut dire, alors je vais demander à Paul Lignières, le seul homme de la table ronde, le barreau est machiste? Je pense qu'il y a des comportements machistes dans le barreau. Moi, j'appelle ça le syndrome du donjon, en fait. Et en fait, c'est quand on rejoint les postes les plus rémunérateurs ou les plus proches du pouvoir, qui sont habituellement réservés aux hommes. Donc j'appelle ça le donjon. Et je pense qu'en fait, il faut voir comment ça se passe dans le donjon, c'est-à-dire dans un cabinet d'avocats, par exemple, qui est dirigé par des hommes, ou un certain nombre de grands cabinets d'avocats d'affaires qui sont dirigés... J'ai entendu donjon, moi. Le donjon. Le donjon. Le donjon, pardon. Le donjon, c'est la dernière bastion que l'on ne peut pas prendre, en fait. Et je pense que ça se passe comment? Je pense que on l'a vu depuis la crise, en particulier depuis la crise de 2008, où on a vu des phénomènes d'autoprotection se développer chez les hommes. On est dans un monde ultra compétitif, et puis les personnes qui sont dans ces places-là sont elles aussi sur des sièges éjectables, sont elles aussi menacées, et donc développent des réflexes d'autoprotection. Bon, donc c'est des réflexes qui sont assez naturels, et quand on développe un réflexe d'autoprotection, j'allais dire, on fait flèche de tout bois. Et on utilise effectivement parfois des comportements machistes pour évincer un compétiteur potentiel. Donc ça, c'est des comportements que l'on voit dans les cabinets d'avocats. Alors je ne veux pas dire que je vois ça chez moi, parce que sinon tout le monde va dire qu'on a un cabinet machiste, ce qui n'est pas le cas. Parce que nous on le reconnaît, on se soigne. Donc on reconnaît qu'il y a des comportements machistes, et on reconnaît que si on n'a pas un engagement du management de lutter contre ces comportements machistes, effectivement, le machisme fait partie des outils qui permettent d'exclure certains compétiteurs, et en particulier les femmes. Mais par exemple, vous avez, je crois, signé une charte de la diversité dans votre cabinet en application un peu de la politique plus au niveau mondial du cabinet. Ça a été mal pris par les hommes, ça Par exemple, on a signé, en fait, on a une politique qui est très honnêtement lancée par le monde anglo-saxon, et d'ailleurs qui vient des clients, donc les cabinets d'avocats du monde anglo-saxon s'adaptent, et honnêtement moi je suis plus poussé dans mes actions par mes associés anglo-saxons que par l'ordre des avocats de Paris, ça je le dis de façon très claire. Donc les actions qui sont menées par mon cabinet sont beaucoup plus poussées par le monde anglo-saxon que par l'ordre. Donc si je suivais les consignes de l'ordre, je ne ferais franchement pas grand-chose. Donc on n'en est pas en avance. C'est bien, vous avez une liberté de parole, c'est pour ça qu'on est content. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, donc on a signé, moi quand j'ai été nommé dirigeant du cabinet, on a signé la charte de la diversité. Donc la charte de la diversité comporte un volet, donc c'est pour lutter contre toutes les exclusions, contre toutes les discriminations, et pour favoriser toutes les diversités. Donc il y a un volet naturellement sur la parité homme-femme. Et donc effectivement, quand j'ai signé cette charte, ça a provoqué un certain nombre de réactions d'autodéfense. Sur le mode, aucun cabinet d'avocats ne l'a fait. Donc si on le fait, ça signifie que tu reconnais qu'il y a des problèmes chez nous. Et donc on va être dénoncé comme le cabinet qui a des problèmes, et donc on veut traiter les problèmes spécifiques que nous avons. Donc j'ai eu ce type de réaction objectivement assez violente. Bon, après j'ai pu expliquer que les clients l'avaient signé, etc., qu'il n'était pas normal qu'on le fasse, mais ça a franchement pris un temps. Donc même faire ce geste-là, qui est assez banal pour une entreprise, les entreprises Total et d'autres l'ont quasiment tout signé, le 440 l'a quasiment tout signé, mais pour un cabinet avocat, c'est déjà une démarche difficile. Les cabinets avocats expliquent habituellement qu'ils ont ça dans leur gène. Qu'est-ce que j'entends que ça fait partie de la culture intrinsèque chez nous, qu'on n'a pas besoin de mettre en œuvre des politiques volontaires pour ça, parce que chez nous c'est naturel, etc. Voilà, les cabinets avocats tiennent habituellement ce discours. Bon, si tout allait bien, on ne serait pas là pour parler de ces sujets, je pense. Valérie, vous êtes experte en conduite du changement, et vous avez donc un regard sur le management et sur les organisations. Quel est votre regard sur une profession comme celle-là, où manifestement il y a 40% d'écart de salaire, très peu de femmes dans les postes à responsabilité? Est-ce que vous pensez qu'elle va pouvoir continuer longtemps comme ça, cette profession?
Alors, je suis expert en conduite de changement, mais ça fait aussi 10 ans que je travaille sur le sujet de la mixité et l'accompagnement des hommes et des femmes. Vous parliez d'éducation tout à l'heure. C'est un de nos grands sujets d'accompagnement des entreprises sur l'éducation, la formation, la compréhension d'un sujet qui est souvent mécompris. Hein, beaucoup de malentendus. Mon regard, il est plutôt optimiste parce que je me dis, d'abord, c'est formidable d'avoir signé un mois de congé de paternité. Mais c'est intéressant parce que ce regard que je porte sur la profession que je connais un tout petit peu, parce qu'on a quelques clients de cabinet d'avocats, il est assez proche des situations que j'ai connues au tout début de notre accompagnement des grands groupes sur ce sujet-là. Il y a une dizaine d'années. Voilà, il y a une dizaine d'années où finalement j'avais des comex, parce que moi j'interviens beaucoup dans les comex, qui me disaient oui, enfin c'est bien, de toute façon vous êtes plus nombreuses à être diplômées, donc pourquoi on laisse pas les choses se faire naturellement, des phénomènes de compétition et de crispation très fort. Aujourd'hui, ce qui me rend optimiste, c'est que finalement les hommes et les femmes parlent de talent, parlent d'envie de garder des gens de talent, parlent d'envie de faire partie d'une entreprise moderne. Une entreprise moderne, c'est un cabinet aussi moderne. Est-ce qu'on ressemble à nos clients? Est-ce qu'on ressemble à nos entreprises que l'on sert et qui sont... Et donc, je suis heureusement surprise de voir que, vous organisez ce colloque, et puis de voir plein d'hommes aussi, puisqu'il y a 10 ans, quand on a commencé ce travail avec les grands groupes, et encore aujourd'hui d'ailleurs, il y a un panel de femmes très engagées sur ce sujet, mais on a encore beaucoup de travail à faire pour dire, mais c'est un sujet de société, c'est pas un sujet ni d'hommes ni de femmes, c'est un sujet de collaboration, de management, clairement. De management des talents, de stéréotypes, Brigitte est là pour en parler très très bien, de représentation, et voilà, ce n'est pas que nous sommes moins ambitieuses ou moins disponibles, voilà, donc j'ai plein de choses à dire, mais j'arrête là pour l'instant. Oui, mais on voit bien quand même qu'il y a des choses qui résistent. Et beaucoup. Brigitte a beaucoup questionné ces résistances des organisations à évoluer vers plus de mixité. Quel est votre diagnostic, Brigitte? Comment on peut faire bouger des professions comme ça qui résistent quand même un peu à cette égalité homme-femme, contre toute évidence, alors qu'il y a 70% de jeunes filles à l'école du barreau? Alors, oui. Bon, c'est très compliqué parce que je crois qu'on est dans une sorte de paradoxe assez fort. C'est-à-dire, d'un côté, on a un discours très moderne, politiquement correct, qui est que l'égalité, c'est effectivement un business case, que les femmes, c'est un vivier de talent incroyable, que l'égalité, c'est vraiment un facteur de performance interne dans les organisations, et ça, j'en suis absolument persuadée. Et puis, par ailleurs, eh bien, il y a des archaïsmes très forts, c'est-à-dire on s'accroche à des systèmes de représentation qui nous permettent de rester dans le confort de l'existant. Et je crois que, vous avez dit le mot machisme, il faut dire le mot sexisme, hein, c'est-à-dire c'est une idéologie qui érige la différence sexuelle en différence fondamentale et qui entraîne un jugement sur l'intelligence, les comportements et les aptitudes. En gros, l'homme, le masculin l'emporte sur le féminin, comme en grammaire, hein, puisque c'est ça finalement les stéréotypes. Et je crois que ça, les stéréotypes, ils ne créent pas les inégalités, ils les légitiment, mais en les naturalisant, il les rend invisibles, si bien qu'on ne les voit plus et on ne peut plus agir. Et en fait, ces inégalités, elles sont là présentes et elles s'accrochent dans l'organisation quotidienne des cabinets. Et c'est ça, je crois, le problème. Pourquoi est-ce que c'est au niveau surtout des cabinets d'affaires qu'il y a des problèmes énormes? C'est parce qu'il y a une utilisation du temps, une gestion des rythmes de travail, une sorte de rite sacrificiel lié au présentéisme, une sorte de valorisation de soi-même identitaire liée au fait qu'on sacrifie tout pour le boulot, une sorte de refus de ce qui est le féminin, c'est-à-dire la prise en charge justement des deux mondes, la sphère privée et la sphère publique. Il y a toute une sorte de bagage qui va avec le statut de l'associé, l'homme qui sacrifie tout pour aller au plus haut niveau. Et je ne me moque pas en disant cela, parce que les hauts fonctionnaires, c'est exactement pareil. Et nous, les femmes hauts fonctionnaires, on a fait aussi un peu des choses comme ça. C'est simplement qu'il y a, et beaucoup en France, c'est un mal très français, il y a une organisation de travail et, liée à cela, une évaluation des process RH, c'est-à-dire une intériorisation des stéréotypes comme mobilité, disponibilité, flexibilité, qui vont bien avec les hommes et qui ne vont pas avec les femmes. C'est bien que les femmes collaboratrices, enfin, au niveau, sont
souvent considérées un peu comme des agents à risque parce que, eh bien, elles vont avoir des enfants et elles vont devoir s'éclipser, alors qu'on sait bien que quand on le veut, on ne s'éclipse pas plus et que le télétravail, ça existe et qu'on peut travailler le soir et que là, le temps n'est pas compté, etc., etc. Donc, ce qui importe, c'est de travailler sur les leviers. C'est-à-dire, premièrement, il y a du sexisme. Et ce n'est pas seulement les chartes, hein, parce que, évidemment, vous, dans les cabinets, vous êtes en deçà, en général, des 50 salariés. C'est-à-dire, vous ne signez pas d'accord égalité. Et les grandes entreprises, le CAC 40, pourquoi est-ce qu'ils y sont? C'est parce qu'ils ont un accord égalité avec une sanction qui peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Avec la loi, oui. Avec la loi, qui va beaucoup changer. Enfin, on va voir ça, on en reparlera. Mais donc, vous, en général, les cabinets, c'est en deçà de 50, donc il n'y a pas d'accord égalité. Et donc, il n'y a pas cette... c'est quoi un accord égalité? C'est, je prends des indicateurs, je mets en face des chiffres, je mets des objectifs, j'évalue tous les ans et puis je continue. Et donc, la mise en tension des organisations n'est pas faite. Et du coup, évidemment, il n'y a pas une prise en compte de l'organisation du travail et de l'évaluation RH qui va avec une prise en compte de l'égalité. Alors, est-ce que, quand on a préparé, Valérie me disait, mais pourquoi elles ne se regroupent pas en réseau féminin, les avocates, etc. Alors, je crois qu'il y a... Il n'y a pas de réseau féminin au sens networking, entraide, etc., comme il en a existé. Pourquoi vous me disiez ça? Vous aviez l'impression... Vous me posiez la question de comment on peut faire à titre individuel quand on est une jeune femme avocate, etc., pour, dans un environnement relativement difficile. Et donc, je me référais à ce que je connais qui a fonctionné dans les organisations plus ou moins grandes. Et c'est notamment le pouvoir du collectif. Aussi peu nombreuses soit-on, à des postes à responsabilité. Je connais beaucoup d'entreprises, des banques, des grands groupes industriels, dont parlait d'ailleurs tout à l'heure Jérôme, qui ont au démarrage une poignée de jeunes femmes ou de femmes plus seniors qui sont allées voir le comité de direction en disant voilà les chiffres, voilà les faits, qu'est-ce que vous en pensez? Mais dans un discours non culpabilisant, dans un discours, parce que quand ça commence à être un discours un peu culpabilisant, ça ne marche pas. Voilà, et donc je me posais la question de savoir si au niveau des avocates, elles avaient parfois ce réflexe collectif positif, de dire voilà les faits, voilà les chiffres, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment est-ce qu'on peut favoriser l'attraction des talents au plus haut niveau, est-ce qu'on a envie d'être un cabinet attracteur de talents comme l'Étage aujourd'hui, très clairement, il est réputé et on entend des jeunes femmes en parler comme un cabinet attractif, donc je pense que c'est une question que je me posais et par expérience, le réseau féminin ne doit pas rester trop longtemps entre femmes, mais il y a ce lieu quand même où on expérimente, où on discute, où on se dit mais attends, t'as négocié toi, etc., qui est un lieu important au moins au début. Après, il y a intégré des hommes pour dire venez, c'est pas discriminant. Alors je vais donner la parole à Claire là. Alors Claire dans votre livre sur le rêve brisé des working girls, donc le livre de Claire c'est j'ai fait HEC, enfin Claire a fait HEC et quelques années plus tard, elle a revu ses camarades de promotion et comme dans une comédie américaine flashback, elles se sont racontées ce qu'elles étaient devenues et elle a eu la stupeur de découvrir que comme au barreau de Paris, en fait, il y en avait 50% qui faisaient pas carrière, qui végétaient dans des boulots pas du tout du niveau de l'ambition qu'elles avaient au départ, etc. Et dans votre bouquin, Claire, vous dites que les réseaux de femmes, c'est n'importe quoi. Oui, alors oui, c'est vrai, moi je connais pas bien le barreau, mais c'est vrai qu'on peut faire un parallèle avec HEC. À HEC, il y a 15 ans, on était 50% de filles et 50% de garçons. Donc la question de l'égalité, de la mixité, c'était pas du tout une question pour nous. On pensait que c'était une question pour nos mères, voire pour nos grands-mères. Mais en fait, quand on s'est retrouvés 15 ans plus tard, on s'est rendu compte qu'il y avait bien un problème, que les plus chanceuses, elles avaient des postes à responsabilité, mais elles gagnaient 30% de moins que leurs homologues hommes. Certaines avaient complètement décroché, complètement abandonné, elles étaient femmes au foyer, elles avaient suivi leur conjoint à l'étranger, enfin, c'était assez compliqué. Et la plupart, elles végétaient, c'est ce que tu disais, dans des postes un peu intermédiaires, quand les garçons avaient tous eu des parcours en flèche. Donc c'est là où j'ai commencé à m'interroger. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une raison qui faisait que les femmes décrochaient. Il y avait effectivement une succession de petits renoncements qui commençaient très tôt et qui font qu'à un moment, les routes s'écartent et on n'arrive jamais à rattraper ce retard qu'on prend dès le départ. Alors la question des réseaux féminins, effectivement, c'est intéressant. Moi, au début, quand j'étais au début de ma carrière, on me disait va dans les réseaux féminins, tu vas voir, c'est intéressant, tu vas rencontrer des femmes qui vont t'aider, tu vas rencontrer des femmes de pouvoir qui vont t'aider à progresser. Donc j'y suis allée, j'ai regardé. Et en fait, j'ai trouvé effectivement que ça n'avait aucun intérêt. Enfin, que pour moi, c'était plus une communauté de souffrance, en fait. Thérapie voilà, de groupe. c'est ça.
Des femmes de pouvoir, j'en ai pas rencontré. J'ai rencontré surtout des femmes en souffrance. Et en fait, moi, si j'ai besoin de parler de mes problèmes, du fait que je ne suis pas assez payée ou que je ne m'entends pas avec mon chef, j'ai mes copines, je n'ai pas besoin d'un réseau pour parler de ces sujets-là. Donc du coup, j'ai un peu changé d'approche. Je suis allée dans des réseaux qui ne sont pas masculins, mais qui de fait sont masculins. Par exemple, moi, je fais partie du réseau HEC Média, parce que je travaille dans les médias. Donc il n'y a que des garçons. Mais il y a tous les patrons de chaînes de télé, des grands journaux, donc des gens qui sont vraiment intéressants pour moi, qui m'ont énormément apporté. Et en plus, comme je suis la seule femme, je me suis fait repérer tout de suite. Et donc ça m'a permis de vraiment émerger, là où dans les réseaux féminins, j'étais une parmi des centaines. Et enfin, ça m'a permis d'apprendre beaucoup en fait, au contact des hommes. Non pas pour les singer bêtement, mais ça m'a appris j'ai observé leurs techniques, par exemple, qu'ils se coupent la parole tout le temps, qu'ils parlent même quand ils n'ont rien à dire, qu'ils parlent fort, ce genre de choses. Non, mais c'est très important, parce que si on reste entre femmes, finalement, les garçons, pendant ce temps-là, eux, ils progressent et ils adoptent des techniques que nous, on ne connaît pas. Donc, on les voit bien quand même quand ils coupent la parole. Oui, mais moi, je trouve que c'est vraiment très important de fréquenter des réseaux d'hommes pour comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir des hommes et qu'on va les copier, mais simplement comprendre leurs techniques et savoir combattre à armes égales avec eux et parfois utiliser les mêmes techniques. Alors voilà. ça me fait une bonne transition sur ce qu'on peut faire. Ah non, alors Brigitte, vous vouliez... Oui, non, mais qu'il y ait des normes masculines, on est bien d'accord, hein, Catalyst les a analysées, il y en a 3 essentiellement, c'est être toujours le gagnant. Qu'est-ce que c'est Catalyst ? Catalyst, c'est un institut américain qui travaille sur les comportements. Donc, les 3 normes masculines, c'est être toujours un gagnant, c'est-à-dire être toujours dans la compétition. Deuxièmement, ne jamais montrer une faille dans l'armure, c'est-à-dire ne pas montrer trop de faiblesse. Et troisièmement, être toujours one of the boys, c'est-à-dire faire partie du club des hommes. Ces 3 normes, elles sont encore valables aujourd'hui, mais il y a un coût très fort pour les hommes de cette virilité imposée. C'est-à-dire que ce n'est pas impunément que pendant 40 ans ou 45 ans, eh bien, on joue cette espèce de surperformance, on joue cette absence de je suis toujours le meilleur, etc. Et quant à voir dans les lieux de pouvoir où nous sommes tous, enfin moi je suis plutôt dans des lieux de pouvoir, moi j'ai écrit Petit traité contre le sexisme ordinaire parce que j'ai très très vite compris et j'ai commencé à écrire mon livre quand ma fille qui arrivait dit maman, j'étais dans une réunion, j'ai dit quelque chose qui me semblait intelligent, on m'a pas écouté, mon voisin a repris mon idée, il a dit avec force et on dit ah, comme c'est intelligent ce que vous dites là monsieur. Et donc je me suis dit bon je vais écrire, mais le fait qu'on se fasse couper la parole, le fait que eh bien il y ait comme ça des tas de petits trucs, enfin moi aussi je me suis beaucoup amusée, j'étais que dans des milieux d'hommes, je me suis vraiment beaucoup amusée quand j'étais vraiment trop énervée, ils mettent souvent leurs mains comme ça, tout ça c'est drôle, mais en même temps c'est vrai qu'on va pas faire comme eux et c'est vrai que l'essentiel c'est qu'on soit au moins 30% de femmes pour que ben voilà, il n'y ait plus besoin de cette espèce de rituel de pouvoir, mais il y en a partout, hein. Moi la première fois que j'ai été reçue quand je sortais de l'ENA, c'était une femme, une chef de bureau, elle m'a fait attendre une demi-heure. Et un mois après, elle m'a dit, tu sais, c'était exprès, hein, parce que pour moi, de son pouvoir, premièrement, on fait attendre. Deuxièmement, on corrige les notes et on dit que c'est nul. Et troisièmement, on n'envoie pas dans la même mission pendant au moins 6 mois. Vous voyez, donc ces trucages-là, on les connaît. Mais il faut, voilà, il faut décoder. Et puis, on peut avoir des réseaux d'hommes pour le job. Et puis, on peut avoir des réseaux de femmes aussi pour la solidarité et le lobbying, pour proposer des nouveaux... des innovations d'organisation de travail et ça fait quand même un groupe de pression dans l'entreprise et ça bouge. La loi sur les quotas, elle a quand même clairement été, sur les quotas dans les conseils d'administration, elle a quand même clairement été adoptée aussi sous l'influence du lobbying fait par les réseaux féminins. Hein, quand même. En fait, tout dépend de votre objectif quand vous allez dans un réseau. Je pense que effectivement, si vous voulez faire du lobbying, faire progresser la cause des femmes, ça peut être intéressant. Si vous voulez discuter et partager vos problèmes avec d'autres femmes, ça peut être intéressant aussi. Mais si votre objectif, c'est de progresser dans votre carrière, de gagner du temps, de rencontrer des gens qui vont compter pour vous et qui vont vous entraîner un peu comme une locomotive vers le haut, puisque c'est quand même ça le sujet, c'est briser ce plafond de verre et être entraîné vers le haut. Là, moi, je considère que le pouvoir, il est entre les mains des hommes, donc il faut fréquenter les réseaux d'hommes. C'est pas dans les réseaux de femmes que vous allez rencontrer des gens de pouvoir. Ça me fait une bonne transition vers la dimension, on va dire, les marges de manœuvre individuelles que les femmes peuvent... Bon, là, on a parlé beaucoup du côté macroéconomique du sujet, c'est-à-dire tous les obstacles. Voilà, on a vu dans la première table ronde les obstacles liés à la vie personnelle qui sont vraiment énormes dans la profession d'avocat. Et puis, il y a tous ces obstacles de rémunération, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi... Donc là-dessus, évidemment, il ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut que les choses progressent, l'environnement progresse. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être... c'est ce qu'on fait beaucoup, nous, à Elle Active, et c'est ce qu'on essaye un peu de transmettre aux femmes, leur transmettre ce qu'on appelle la politique, en fait, au travail, c'est-à-dire
c'est-à-dire les marges de manœuvre individuelles qu'elles peuvent avoir, et maîtriser au fond des règles non écrites qu'on n'enseigne nulle part, mais que les hommes connaissent et maîtrisent très très bien, qui sont tout ce que vous savez tous faire là sur cette table ronde, mais qui ne relèvent pas de la compétence technique. On est un bon avocat techniquement, on sait très bien faire du droit des affaires ou du droit pénal, mais tous les savoir-être, tout le faire savoir, enfin toute la politique, quoi, la politique personnelle. Claire, qu'est-ce que vous dites là-dessus? Oui, alors c'est vrai qu'à partir d'un certain niveau, en fait, on se doute que vous êtes compétent, puisque si vous êtes à ce poste, c'est que vous êtes compétent. Donc en fait, la compétence ne joue plus vraiment. Donc il faut développer d'autres savoir-faire, parce que le fait d'être bon dans votre travail ne vous aidera pas à atteindre les dernières étapes. Donc effectivement, il faut développer son réseau en interne, ce que les femmes en général ne font pas du tout, parce qu'elles ont tendance à travailler très vite, y compris le midi, donc à ne pas faire de déjeuner, ne pas faire de rendez-vous interne, parce qu'elles essayent d'aller très très vite pour ensuite rentrer chez elles et gérer leur deuxième journée. Donc ça, vraiment, c'est une erreur de ne pas développer son réseau en interne, de ne pas déjeuner avec les autres membres. Alors après, il y a un problème de temps. Oui. Il y a un problème de temps, mais je crois que Valérie a une très bonne réponse là-dessus. On en a parlé plusieurs fois. C'est ton truc préféré, c'est apprendre à bâcler intelligemment. Ah ouais, ça, c'est mon truc préféré, c'est le conseil apprendre à bâcler intelligemment. Oui, c'est un levier global. Hein, c'est un levier global, c'est le perfectionnisme piégeant. Je ne pense pas qu'il soit spécifiquement féminin, mais comme disait tout à fait justement Brigitte, peut-être qu'on l'a introjecté cette façon de vouloir être parfait à tous les niveaux, et donc apprendre à bâcler, à dissocier l'essentiel de l'important. Mais je pense que pour nous, le paradoxe le plus compliqué et la double contrainte dans laquelle on est, qui est vraiment compliqué à gérer, c'est qu'est-ce que c'est qu'être une femme d'autorité acceptée ? Qu'est-ce que c'est que l'autorité acceptable au féminin? Et quand je travaille sur des panels d'hommes et de femmes sur l'égalité au travail, à un moment donné, on se heurte à ça. Alors, on va promouvoir telle femme. Alors, est-ce qu'elle est trop ou pas assez? Et souvent, on est trop ou pas assez. Trop autoritaire, trop ceci, trop cela. Et pour être une femme, je pense que la marge de manœuvre dont on parle là, c'est de dire, OK, je vais être dans l'autorité qui est l'autorité de leadership, savoir prendre la parole, faire du réseau, etc. Mais je vais aussi oser être féminine. Et oser être dans l'autorité et oser accepter les sarcasmes que je vais avoir parce que je suis une femme affirmée. Et ça, c'est très compliqué, très difficile. Et je ne suis pas sûre d'ailleurs que, messieurs, vous en rendiez compte à quel point pour nous c'est compliqué de recevoir un regard sur elle est trop ou pas assez. Et donc, dans la formation, faites parler de l'autorité au féminin, de l'autorité au masculin, parce que ressortent beaucoup d'archaïsmes. Et dire... En fait, je réalise que j'ai pas promu cette femme parce que inconsciemment, je me disais qu'elle allait pas avoir suffisamment de poigne. Ou au contraire, je la trouve trop. Et donc, c'est extrêmement difficile pour nous déjà d'accepter dans notre miroir. Mais au fait, t'es un leader ou pas? T'es une femme. Enfin, et ça, c'est vraiment un point sur lequel. Oui. Il y a un exemple. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans votre livre. Hein. Oui, en fait, moi, je voulais parler de la question du look, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais moi, je me souviens, quand je suis arrivée chez Lagardère, une de mes premières patronnes, c'était une femme qui était une ancienne ministre, et un jour, elle m'a dit mais plutôt que de réviser ton dossier que tu connais par cœur, parce qu'on avait une présentation 1 heure plus tard, elle m'a dit, va plutôt chez le coiffeur. Et à l'époque, ça m'avait vraiment choquée, en fait, parce que je comprenais pas cette remarque, et en fait, je l'ai comprise bien plus tard, parce que c'est vrai que quand on est diplômé, surdiplômé, on pense que c'est ça, c'est notre intelligence qui va faire la différence. Et en fait, à partir d'un certain niveau, il y a d'autres choses qui rentrent en compte et qu'on nous apprend pas du tout à l'école, comme le look, comme avoir certains codes en fait qui vont faire que vous allez être accepté dans certains cercles. Donc, il faut faire effectivement très attention à tous ces codes qui sont pas écrits, qu'on vous apprend surtout pas à l'école, mais qui vont faire la différence. Au final, dans les postes les plus élevés. Et Claire, l'injustice, c'est que la remarque sur le look, elle est faite beaucoup. Quand nous quittons une réunion, il y a beaucoup de remarques qui sont... Peut-être d'ailleurs en ce moment, tiens, elle a mis un truc en cuir et tout. Et alors que c'est très très rare, mais en même temps, qu'on vous fasse une remarque sur vos chaussettes roses, monsieur, ou que j'ai pas manqué de repérer. Non, mais c'est... Et en même temps, c'est un fait. Donc, c'est pas être naïf, c'est en tenir compte, mais à un moment donné aussi dire, bon... non, ça vous fait sourire ou vous avez pas l'air d'être d'accord, monsieur? Ah, bah super. Non, mais c'est un petit clin d'œil, mais c'est un petit clin d'œil, mais en même temps, pour nous, c'est ultra compliqué, parce que c'est une liberté qu'on se donne qui doit être non teintée de naïveté, voilà.
Oui, Brigitte. Oui, en même temps, il ne faut pas se mettre le monde entier sur les épaules. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans le syndrome d'Atlas. On a le droit d'être mal fringué et on a même le droit d'être moche et d'arriver à des très hauts postes de responsabilité. Ça arrive beaucoup. Ça arrive énormément. Oui, je vous assure. Ah ben non, pas seulement dans la fonction publique. Ça, on peut en dire autant des hommes que des femmes, là. Non, franchement. Regardez Gallet, il va virer et il est beau comme un petit ange. Hein. Non, franchement, enfin, virer, j'en sais rien. Hein. Je ne suis pas dans les... Voilà. Dans des infos. Mais bon, il n'est pas très bon quand même. Bon, je vais me faire tuer après avoir dit ça. Bon, bref. On est entre nous, là. Voilà, on est entre nous. Simplement, tout ça pour dire que ce qui est important, je crois, c'est de ne pas se mettre la barre trop haut, nous, les femmes. Les hommes non plus, d'ailleurs. Depuis l'enfance, la construction de l'ambition n'a pas été identique chez les hommes et chez les femmes. C'est-à-dire que la construction de sentiments de légitimité n'a pas été de la même nature chez les hommes et chez les femmes, sentiment de légitimité dans la sphère publique. C'est-à-dire que nous n'avons pas appris à gérer les succès et les échecs. Nous n'avons pas appris le goût du risque vers l'espace extérieur. On a beaucoup appris le conformisme. On a beaucoup appris que c'est par les diplômes qu'on allait arriver. On a appris à être des bonnes élèves, parce que sinon on était virés de la course aux honneurs. On a appris plein de choses. Ce qui est important, c'est de savoir, on a appris plein de choses, mais on n'a pas appris la même chose que les garçons, y compris dans les grandes écoles quand on arrive. Et donc, en fait, alors qu'il y a encore quelques années, moi je disais, oh là là, il n'y a pas de raison de former les femmes ou que les femmes aillent dans des réseaux et pas les hommes, on est pareil. Je ne dis plus la même chose. Je dis qu'effectivement, les femmes, elles ont peut-être un déficit d'apprentissage d'un certain nombre de codes, d'apprentissage de la confiance en soi, et que donc il faut compenser cela par peut-être du tutorat, du mentoring, aller dans les clubs des hommes, je suis absolument d'accord avec vous, ou faire un certain nombre de choses. Mais en même temps, il faut quand même rester, assez libre. C'est-à-dire, si on s'impose d'autres types de codes, là où on ne vous en demande pas, parce que quand même, pour être très bon, c'est qu'on demande quand même la compétence et le travail. Alors ensuite, le relationnel est essentiel, mais le relationnel, il passe par le respect d'autrui, il passe par le sentiment de l'autre, par l'anticipation, mais il ne passe pas forcément par le fait d'être un top modèle. Donc moi, je crois plus au rôle modèle qu'au top modèle. Alors justement, les rôles modèles, ça tombe très bien, parce que je voulais qu'on parle de ça. Les rôles modèles, c'est très important pour les jeunes femmes, pour les aider, mais les rôles modèles, il n'y en a pas beaucoup quand même. Et alors au barreau, moi j'ai interviewé beaucoup de jeunes femmes qui me disent, nous les rôles modèles au barreau, c'est très difficile, parce que les femmes qui ont réussi à se hisser tout en haut de la hiérarchie, elles l'ont fait au prix de sacrifices que nous, on n'est pas du tout prêtes à faire, notamment en termes de vie privée. Voilà, donc c'est un peu compliqué quand même, les rôles modèles. Oui, mais les rôles modèles, c'est pas... Je veux dire, les rôles modèles, il y en a de toutes sortes. Ce qu'il faut, c'est la diversification des rôles modèles. Et les femmes qui ont tout sacrifié, c'était vraiment dans les périodes assez anciennes. Ah non, mais on leur jette pas la pierre, on a eu besoin d'elles, voilà, bien sûr. Aujourd'hui, les femmes, elles veulent tout. C'est-à-dire que la plupart des femmes qui accèdent à des postes de responsabilité, alors évidemment, elles ont les moyens de sous-traiter pour leurs enfants, etc., mais elles veulent à la fois avoir une vie personnelle et une vie professionnelle. Donc, mais je ne veux pas... Alors, Paul Ninière, là, je vous sens bouillonner, je suis désolée. Oui, je vous redonne un peu la parole. Vous êtes un peu coincé entre toutes ces femmes. Non, c'est simplement, je voulais faire un certain nombre de réflexions. D'abord, madame, je ne me suis absolument pas reconnu dans la description des cabinets d'affaires que vous avez donnée. Dire que le problème est énorme dans les cabinets d'affaires, moi j'ai juste simplement reconnu qu'il y avait un problème dans mon cabinet comme dans d'autres. Je ne dis pas que le problème est énorme dans les cabinets d'affaires, je pense que c'est dans les cabinets d'affaires que sont les principales solutions. En tout cas, quand on prend le barreau de Paris, je pense que les programmes qui sont mis en œuvre et les politiques qui sont mises en œuvre les plus en faveur des femmes, importées du monde anglo-saxon, se font d'abord dans les cabinets d'affaires. Donc je pense que oui, mais Brigitte voulait dire les chiffres qu'on connaît et qui sont surtout voilà que. Non, puis la gestion du temps. Enfin, je veux dire. Je ne suis pas sûr non plus que je me reconnais pas non plus dans cette idée selon laquelle les hommes dans les cabinets d'affaires sacrifient tout pour le boulot. C'est absolument pas. C'est une vision.
Enfin, il y en a quand même. Permettez-moi de ne pas être d'accord avec ça. Enfin, ils sacrifient également... peut-être pas tout, mais souvent ils ont des femmes au foyer qui leur assurent une vie personnelle équilibrée parce que justement elles se sont retirées professionnellement. Non, mais très souvent. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, je dis simplement que je ne décrirai pas le rôle modèle d'un avocat d'affaires dans un cabinet d'affaires comme quelqu'un qui sacrifie tout pour le boulot. Voilà. Et c'est quelque chose que je dis ici, que je dis également devant. Alors on n'est pas 50, on est 330 dans mon cabinet. C'est quelque chose que je dis également devant les 330 personnes. Par ailleurs, sur les rôles modèles, on parlait des rôles modèles justement. Je pense que la mise en place en interne de programmes permettant à des femmes de mentoring, de tutorat, qui leur permet d'identifier des rôles modèles dans un cabinet international, c'est très utile. Parce que les rôles modèles de femmes associées dans un cabinet d'affaires, on les trouve plus dans d'autres pays qu'à Paris, naturellement. Et donc la mise en œuvre de ce type de programme interne est très utile et produit des résultats très efficaces. Nous, on a un certain nombre d'anciennes collaboratrices du cabinet qui maintenant sont membres du comité exécutif d'entreprise du CAC 40, parce qu'elles ont suivi ce type de programme. Donc je pense que la mise en œuvre concrète de ce type de programme est extrêmement efficace. Et je pense que, très honnêtement, ça se fait beaucoup plus dans le secteur privé que dans le secteur public. Hein. Donc les grands problèmes, moi je les vois beaucoup plus dans le monde politique, je vois beaucoup plus dans la haute administration que dans les cabinets d'affaires. Donc je voulais juste préciser ça parce que ça me paraissait important de le dire. Et c'est lié à l'influence internationale. Claire ? Oui, en fait, juste pour rebondir sur l'idée de est-ce qu'il faut se mettre la barre haut ou pas, moi je pense que quand même, l'important c'est de ne pas être naïve en fait quand on est une femme. C'est-à-dire qu'effectivement on peut tout avoir, on peut avoir une carrière, on peut avoir des enfants, on peut même écrire des livres, enfin, mais simplement il faut pas être naïve, et quand on est dans sa carrière, à chaque étape il y a des pièges qui nous attendent et on peut assez facilement tomber dedans. Et donc il faut quand même faire très attention, et toute l'intelligence qu'on a mise dans nos études pour réussir nos brillantes études, il faut ensuite aussi la mettre dans sa carrière pour développer une vraie stratégie et ne pas subir en fait ce qui va arriver tout au long de sa carrière, mais être acteur et ne pas être passif, ne pas subir, mais vraiment identifier les pièges à chaque étape et à chaque fois les contourner, ne pas tomber dedans. Surtout que, comme l'a dit monsieur au début, il y a peu de postes intéressants finalement au sommet des entreprises, il y a très peu de postes. Donc il y a une compétition acharnée pour occuper ces postes. Donc c'est sûr que les hommes ne vont pas vous laisser la place par eux-mêmes. Les hommes n'ont aucun intérêt finalement à ce que vous montiez et que vous preniez leur place. Donc c'est à vous de créer les conditions pour que ce soit possible. Et moi je suis assez optimiste dans le sens où je pense que notre destin est vraiment entre nos mains. Et si on est maligne, si on est futé, si on fait ce qu'il faut... Quand même. Oui, non, mais d'accord. Après, la société est ce qu'elle est, les hommes sont ce qu'ils sont, les entreprises sont ce qu'elles sont, mais finalement, on peut quand même y arriver en développant une vraie stratégie. Parce que si on attend que les hommes changent ou que les sociétés changent, on va attendre... Oui. Alors qu'il y a plein de choses toutes simples qui ne dépendent que de nous et qu'on peut actionner et qui marchent très bien. Oui. Oui. J'ai le sentiment que plus on va essayer, enfin nous on a des choses à faire, manquer de notre côté, mais plus on va dire les hommes ceci, les femmes cela, moins ça fera avancer le débat. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on en fasse un sujet managérial. Enfin, ce que j'aime pas d'ailleurs, ce que j'aimerais pas, ce que je fais, c'est d'en faire un sujet managérial. Est-ce que quand je manage un talent féminin, un talent masculin, j'applique les mêmes règles, je suis consciente de mes stéréotypes, je suis consciente des façons dont j'évalue les compétences. Est-ce que je suis un manager équitable ou un collaborateur équitable? Parce que je ne pense pas que les femmes managent mieux la mixité que les hommes. Je pense qu'on est tous plongés dans un bain qui nous fait faire des erreurs. Donc, est-ce que je suis un manager équitable? Est-ce que je promeux équitablement? Est-ce que moi, en tant que femme, je suis à l'aise dans mon autorité, je travaille dessus? Est-ce que moi, en tant qu'homme, j'ose prendre mon congé paternité? On est tous les... Voilà. Et je trouve qu'on ne place pas suffisamment encore ce débat-là sur un débat managérial. C'est pour ça que les formations pour les femmes, c'est top. Mais moi, je voudrais qu'on mette en place partout des formations pour les managers sur la mixité. Et ça commence, mais on a du mal, hein, parce que les managers arrivent en disant « c'est pas un sujet, nous on manage par la compétence ». Ouais, mais on a encore plus de mal dans des professions libérales comme le barreau, puisque au fond... Ils managent pourtant. Oui, ils managent, bien sûr, ils sont souvent chefs d'entreprise, même de toutes petites entreprises. Et c'est d'ailleurs assez étonnant que dans la formation d'avocat, il n'y ait pas
tout un volet management, quoi, parce que le management, à HEC, c'est des sessions entières, enfin dans les grandes écoles de commerce, c'est des sessions entières de cours, mais quand on est avocat, en principe, on a vocation à s'installer et à créer une petite entreprise, voire une grande, et en tout cas à gérer de l'humain, à gérer des gens, et donc c'est vrai qu'il y a vraiment un défaut de culture managériale dans ces professions libérales, d'ailleurs pas seulement chez les avocats, chez les médecins, enfin dans les professions libérales en général. Donc on touche là, je pense, à un sujet important. Moi, ce que je trouve très intéressant dans ce que dit Valérie, elle dit qu'il faut en faire un problème de management. Moi, je suis absolument d'accord avec ça. Toutefois, est-ce qu'on prend cela dans le sens qu'il faut une neutralité du management? En fait, si on regarde, ne serait-ce que l'évaluation des process RH, dans les entreprises, je suppose aussi dans les cabinets, ils sont faits à l'aune d'un certain nombre de critères. Par exemple, les carrières linéaires, il faut avoir une carrière linéaire. Or, on sait quand même que les femmes ont plutôt des carrières brisées. On détecte les hauts potentiels entre 25 et 35 ans, qui est l'âge où les femmes font les enfants. On a un critère quand même de compétence et de performance lié quand même beaucoup au présentéisme. Autrement dit, même si on se dit, et je suis absolument d'accord, il n'est pas question d'opposer. C'est pour ça que moi je suis contre le fait de travailler à n'en plus finir sur les stéréotypes. Les hommes sont ceci, les femmes sont cela. Ça, on y perd à chaque fois. Mais il n'empêche qu'il y a quand même des petites différences que l'on doit avoir en tête précisément pour ne pas être naïf. Et moi, je trouve très intéressant ce qui est en train de se passer en ce moment. Vous avez vu Hélène Pao qui est en train, dans la Silicon Valley, de dire « Je refuse désormais qu'on fasse des négociations salariales » parce qu'on a deux éléments dans les négociations de salaire. On n'arrête pas de dire « Les femmes n'osent pas demander parce qu'elles n'ont pas construit leurs sentiments, leur ambition de la même façon. » Mais on regarde et on a montré que les femmes ne demandent pas autant d'augmentation que le font les hommes, premier point, mais celles qui demandent des augmentations et qui l'obtiennent ont des effets backlash assez lourds, c'est-à-dire qu'elles sont considérées comme des caractérielles et en gros, entre guillemets, quand même plutôt des emmerdeuses, et du coup, elles ont des conséquences négatives. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait la guerre? Mais non, on ne fait pas la guerre. Qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi une bonne négociation? Une bonne négociation de salaire, c'est l'enjeu de deux choses. C'est premièrement moi qui dis « je vaux cela ». Et je le vaux, et donc vous me mettez en face le salaire qui correspond, parce que. Mais moi, je suis intégrée dans un collectif. Et en me valorisant, vous valorisez aussi telle fonction dans l'entreprise, tel collectif. Autrement dit, une bonne négociation de salaire, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, ça n'est jamais moi égale égoïsme, c'est pas jamais et moi, c'est toujours moi, plus une forme d'altruisme. Et si ça ne marche pas du côté des femmes, s'il y a un effet backlash, c'est que femme égale altruisme, homme égale moi sans problème, lorsque les managers, lorsqu'ils demandent une augmentation. Prendre en compte cela, eh bien, c'est faire progresser l'ensemble de la société, parce que qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est bien intégré dans une entreprise? C'est quelqu'un qui a une conscience de sa compétence, qui regarde tous les pièges, qui regarde comment je vais bouger, mais qui aussi le fait en respect quand même de l'entourage dans lequel il est, et donc en respect du collectif. Et une bonne négociation, c'est ces deux choses-là. En mettant ça sur la table, tout le monde progresse. Et le cas de l'égalité progresse pour tout le monde, et y compris pour les hommes. Donc ça, c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire de savoir décrypter les choses essentielles pour ne pas du tout dire les hommes sont ceci, les femmes sont cela, et on va faire deux, surtout pas, parce qu'on retrouve une division sexuelle des compétences et on tombe dans des choses absurdes du genre de la bienveillance, du sexisme bienveillant, mais prendre ce qui caractérise aujourd'hui, parce qu'on est comme ça dans notre société, et c'est lié à des comportements différents et pas des aptitudes différentes, on est bien d'accord, prendre ce qui est manifeste, le travailler ensemble pour que hommes et femmes profitent de meilleures évaluations RH, d'une meilleure organisation de travail. Paul, vous voulez dire un mot? Après, on va prendre des questions. Très très simple. Sur les politiques mises en œuvre, parce que pour les choses extrêmement concrètes, moi je pense que la première chose que je pense qu'il est nécessaire de mettre en œuvre des politiques proactives. On ne peut pas juste attendre que les hommes laissent leur place et que les choses évoluent, parce que le temps ne change rien. Moi je suis absolument convaincu que s'il n'y a pas des politiques proactives, ça ne changera rien. Il y a une enquête récente qui disait que si on laissait faire le cours des choses, on aurait l'égalité en 2085. Oui, ça c'est une vision optimiste, puisque donc je pense que ça ne change rien si effectivement on ne met pas en œuvre des politiques proactives. Déjà,
tenir ce discours et faire en sorte que ce discours soit partagé et accepté, c'est une chose nouvelle. Hein. Dans les cabinets avocats, moi, quand j'ai été nommé à la tête du cabinet à 5 ans, c'était absolument pas consensuel. C'était pas dans le débat. Pas du tout consensuel. Hein. Déjà, on disait pourquoi les femmes, pourquoi pas telle et telle minorité, etc. Donc c'était absolument pas dans le débat. C'était pas consensuel. La première chose. La deuxième chose, c'est sur les pour être capable d'identifier des problèmes, de les traiter, il faut les nommer, il faut les identifier. Et nous, moi j'ai suivi une formation alors sur ces sujets. Si j'avais pas suivi cette formation, il y a un certain nombre de stéréotypes que je ne serais pas capable d'identifier. Dans un cabinet avocat, le stéréotype classique, c'est on donne un dossier à une collaboratrice et la question, c'est est-ce que tu es sûr qu'elle peut le faire? Et alors la question que je pose tout de suite, c'est poserais-tu la même question si c'était un homme? Ah, bon, deuxième question, est-ce que tu es sûr qu'elle veut le faire? Voilà, donc ça c'est les questions classiques, donc les petites, les poison pills du quotidien qui font que les carrières ne vont pas aussi vite chez les femmes que chez les hommes. C'est ce type de réflexe d'autodéfense qui finalement se développe chez les hommes. Et ça, pour les déceler, si on n'est pas formé, franchement, on ne parvient pas à déceler ce type de frein, ce plafond de verre. Si on n'est pas éduqué, si on n'a pas appris qu'il existait, les hommes en tout cas, on ne risque pas de le voir. La deuxième chose, c'est la politique des quotas. Bon. On a vu que la loi Copé-Zimmermann, elle a été très critiquée. Vous savez, en Allemagne, actuellement, il y a une loi qui est en train d'être discutée. Les hommes sont vent debout contre cette loi. Il y a des chroniques dans toutes les revues très juridiques. Très critiquée, mais très efficace. Qui paraissent très violentes en Allemagne. En France, elle est très critiquée. Finalement, maintenant, c'est passé comme une lettre à la poste. Elle est largement tolérée par tout le monde, elle pose aucun problème. Dans mon cabinet, on a adopté une politique, puisque je suis un cabinet dont le siège social est à Londres, on a adopté une politique, en Angleterre, il y a une initiative de 30%. Alors, je ne sais pas quel est le nom exact, mais donc les entreprises qui s'engagent à faire en sorte que 30% des postes du management soient confiés à des femmes. Bon. Et ça, donc, on signe une charte et on s'engage à mettre en œuvre une politique de quota. Concrètement, comment vous faites? Alors concrètement, c'est très simple. C'est une charte en fait, c'est exactement comme la charte de la diversité en France, c'est une charte, et on doit appliquer les méthodes de la charte. Oui, mais les méthodes, moi je veux pas, je m'en fiche de la limite de la charte. Une méthode concrète, c'est que dans les élections d'associés chaque année, on élit 10-20 associés chaque année dans le monde sur 400. On doit avoir un objectif d'au moins 30% d'associés à l'horizon 2018, je crois. Donc chaque année, on regarde si on a élu au moins 30% d'associés. Donc le seul fait de se fixer cet objectif, depuis qu'on s'est fixé cet objectif, et le seul fait de s'être fixé cet objectif non contraignant, on le dépasse. On le dépasse pourquoi? Parce que c'est très clair. Quand on a des CV équivalents, quand on a des postes équivalents, quand on a des candidats équivalents, il y a un homme, une femme, mais on va privilégier naturellement la femme du seul fait qu'on se soit fixé cet objectif. Et ça, c'est incroyable les résultats que ça produit. Et donc le seul fait d'avoir signé cette charte en Grande-Bretagne, et on l'a fait parce que nos clients l'avaient fait, ça produit des résultats mais systématiques et très rapides. Vous allez pouvoir augmenter à un peu plus que 30 alors, peut-être l'objectif, est-ce que 30? Oui, non, mais sans doute, je crois que le pas d'après, c'est de passer à 40. Je crois que la loi Zimmermann, c'est Copé-Zimmermann, c'est 40. Hein. C'est 40, donc je pense ça dépend d'où on part, parce qu'il y a des entreprises qui partent de très loin, et on n'a pas non plus envie de décourager toute la population des cadres. Moi, je serais un mec aujourd'hui, 40 ans, j'ai pas du tout non plus envie de... Donc, le pourcentage, il est souvent insatisfaisant en théorie, mais il est aussi parfois raisonnablement calculé pour que tout le monde se sente aussi raisonnablement et équitablement traité, et qu'il n'y ait pas une forme non plus de... Bien sûr qu'il y a de la discrimination positive obligatoire, parce que sinon on ne va jamais arriver à... Mais non plus excessive, parce qu'il y a des entreprises aujourd'hui où les cadres masculins vont aller dans des entreprises déjà mixtes, en disant là, c'est déjà fait, il y a déjà 50-50 comme Google, etc. C'est déjà mixte, donc du coup on est déjà équitable, et ça devient... alors évidemment, moi je prône les objectifs et pas les quotas, mais attention à la raisonnabilité de l'objectif, parce que les crispations dont parlait monsieur sont en train de s'accentuer dans les entreprises, et donc nous on n'a pas envie de ça non plus, on a envie d'être traités comme des talents il y a aussi peut-être un problème de vivier, quoi, hein. C'est-à-dire que... Il y a un problème de vivier. Ouais. Mais bon, ça, c'est jamais le problème en fait. Les femmes, quand il faut les trouver, ils les trouvent. Renault, quand ils ont voulu mettre 40% de femmes dans les concessions, ils ont fait ça en 18 mois. Ils y croyaient pas du tout. Ouais. Sur le vivier, là encore, on a eu ce problème effectivement, parce qu'on s'est dit 30%, mais alors qui? Et bon, mais immédiatement, on met en œuvre des programmes de coaching pour faire en sorte que les collaboratrices qui ont entre 3 et 5 ans soient coachées. On n'attend plus qu'elles aient 5 ans, parce que c'est déjà trop tard quelque part. Donc le vivier aussi, on peut le créer assez rapidement. Dernier mot peut-être, on parlait aussi du politiquement correct. Je sais que c'est toujours bienvenu
venu de dénoncer le politiquement correct. Moi, je suis un partisan du politiquement correct, puisque quand on signe ce type de charte, les premières obligations qui doivent être mises en œuvre, c'est éradiquer les discriminations. Et ça, non plus, ça ne va pas de soi. Je suis désolé de le dire, mais ça ne va pas de soi. Donc la charte de la diversité, éradiquer dans un cabinet les propos machistes, sexistes, homophobes et racistes, ça ne va pas de soi. Hein. Et avoir signé une charte, ça facilite les choses. Parce que quand on a signé la charte, on dit on n'a plus le droit. Hein. Moi, je sais que j'entendais des propos de cet ordre-là. Alors au début, on disait bon, on ne peut plus le dire parce que Paul est là. Il est politiquement correct, puis maintenant, plus personne. Plus personne ne tient ses propos. Donc éradiquer déjà les discriminations, c'est quelque chose qui ne va pas de soi non plus. Ici, on est entre gens naturellement corrects, etc. Mais ce n'est pas partout pareil. Oui, moi, je trouve très intéressant ce que vous venez de dire parce que, alors d'abord, il faut faire une différence entre les quotas et les objectifs chiffrés. Les quotas, ça n'est que pour les conseils d'administration pour l'instant en France, et ça implique une sanction. C'est-à-dire que lorsque les quotas ne sont pas respectés, qu'il y a une sanction. Alors, la plupart du temps, ce dont on parle, et vous avez raison, mais y compris dans les accords égalité, qui sont obligatoires, on ne parle que d'objectifs chiffrés, c'est-à-dire des objectifs que l'on se donne de façon contractuelle, alors que les conseils d'administration, c'est une logique institutionnelle, ce qui est très différent. Quand je disais le politiquement correct, c'est au niveau des discours. Mais les accords, les chartes, etc., c'est essentiel parce que qu'est-ce qu'il faut faire pour faire progresser l'égalité ? Il faut d'abord la rendre visible, il faut rendre visibles les inégalités. Et la seule façon de rendre visibles les inégalités, c'est de compter. C'est de compter la présence physique, c'est de compter les écarts de salaire et c'est de compter la présence dans les organes associés. Une fois qu'on a ce diagnostic, à ce moment-là, la seule façon de faire, c'est de se donner des indicateurs de progression, c'est-à-dire des objectifs chiffrés que l'on se donne à soi-même. Et à partir du moment où on se les donne à soi-même et où on est évalué par ses supérieurs sur la façon dont on remplit les objectifs, alors, effectivement, on devient vertueux. Donc, dans ces objectifs, il peut tout à fait y avoir ce que j'appelle la culture de l'égalité dans les entreprises. En ce moment, on est en train de travailler sur des indicateurs de santé et de sécurité au travail. C'est la loi du 4 août qui nous y oblige. Vous allez y avoir droit aussi. Et là-dessus, on veut essayer de promouvoir peut-être un langage qui éradique un peu le sexisme le plus primaire, ce que vous venez de dire. Et donc, là-dessus, il y a des tas de choses qu'en autorégulation et en acte, je veux dire, libre des employeurs vis-à-vis de leurs salariés ou des patrons vis-à-vis de leurs collaborateurs, on peut avoir des démarches contractuelles. Et ça, c'est essentiel. Donc, il faut compter pour rendre visible, il faut compter pour se donner des objectifs chiffrés et il faut évaluer in fine. Et avec ça, on arrive à lutter contre les stéréotypes. Mais les stéréotypes, ils ont la dent dure, ils sont extrêmement accrochés et il n'empêche que demeurent dans nos perceptions, et souvent de façon inconsciente, des tas d'écarts de perception. Et par exemple, pour les promotions, on a lancé un exercice dans une entreprise où on a regardé toutes les fiches de promotion. On a regardé un champ lexical qui était hallucinant. Le champ lexical du côté des hommes était « il en veut »,« c'est un battant », etc. Le champ lexical du côté des femmes, mais pour un même poste, des promotions, c'était « elle sait y faire »,« elle a le sens du lien »,« elle a le sens du langage », etc. Ce qui, en fait, ne reposait sûrement pas sur grand-chose, autre que stéréotype. Et du coup, dans cette entreprise, ils ont dit « je ne veux plus de fiches avec un langage comme ça ». Ils ont fait une grille neutre et ils ont dit « écoutez, pour les hommes et pour les femmes, vous allez cocher ». Donc, on voit bien que lorsqu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du stéréotype, on peut mettre en face une neutralisation toujours un peu imparfaite, mais des stéréotypes pour essayer justement de gommer ce qu'on vient de dire là. Très bien, écoutez, merci à tous les quatre, c'était formidable. Je crois qu'en fait, pour conclure, on peut dire qu'au fond, il faut agir sur tous les fronts, c'est-à-dire Claire disait... ce sont les femmes qui ont leur destin en main, mais il y a quand même un contexte, il y a quand même une organisation et il faut agir sur tous les fronts. Donc voilà, ça vaut le coup, je pense. Ça vaut le coup de pas baisser les bras, Claire. Oui, c'est clair. Moi, je suis pas tout à fait d'accord sur l'histoire des stéréotypes parce que moi, dans mes équipes, j'ai beaucoup de garçons et beaucoup de filles. Et clairement, je suis désolée de le dire, mais il y a beaucoup de différences entre la façon dont les filles abordent les questions de l'argent et les garçons. C'est-à-dire que si je propose une promotion à un garçon, immédiatement, il va me dire « d'accord, mais combien tu me donnes ?»
Et si je propose la même chose à une fille, elle va me dire ah, mais t'es sûre, est-ce que c'est le bon moment? Parce que tu sais, je vais peut-être faire un enfant. Souvent, elles n'ont même pas encore de conjoint, mais elles ont déjà anticipé le fait que peut-être un jour elles vont faire un enfant. Donc franchement, Non mais tu as raison. oui, enfin il y a franchement des choses à faire nous dans notre comportement. Il faut vraiment y aller, quoi. Il faut demander. Et dans la façon de demander, il faut faire attention. Il ne faut pas juste dire je voudrais être augmenté parce que j'ai un loyer à payer, des bouches à nourrir, etc. Oui. Surtout pas. Alors, parce que je le vaux bien. ce qui marche très bien, c'est de dire je veux tant. Vous verrez, ça, vous partez beaucoup plus haut que ce que vous voulez réellement, mais en général, ça marche très bien. Donc déjà, il faut demander, ça a un impact très fort. Il y a l'aspect backlash, mais quand même, souvent le fait de demander, ça marche. Et ensuite, dites ce que vous voulez, au lieu d'attendre. Donc vraiment, moi, ce que je dis, c'est bougez-vous, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, là-bas, je crois qu'il y a une question. Là-bas. C'est juste pour vérifier. Il me semble que vous avez toutes, mesdames, du cuir, c'est ça? Ah non, pas du tout. Oui, si. C'est 3 sur 3. Si, c'est chaussures. Non, les invités, oui, d'accord. Sinon, moi, je voulais exprimer Pouvez mon... vous présenter, s'il vous plaît? Oui, donc, en fait, moi, je suis en profession libérale et j'ai fait une formation en médiation et je suis très axée... Vous êtes avocat? Non, mais j'ai une formation en profession libérale et en fait, je suis très sensible aux questions d'égalité, je crois. Et pourtant, on est différents, voilà. Et moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est le terme diversité, parce que les femmes, nous sommes la moitié à peu près. Donc, ce terme diversité, il me choque énormément. Raison. Et est-ce qu'on ne pourrait pas faire des paragraphes différents et peut-être oser le mot féminisme, ou plutôt que diversité ou féminisation, parce que voilà. Et sinon, je voudrais juste demander à monsieur qui a l'air très très ouvert. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez fait des comparaisons en fonction du nombre d'enfants de vos collaboratrices quant à l'évolution de carrière et aux revenus, selon qu'elles ont 1, 2 ou 3 enfants? Et si vous avez la possibilité de le savoir, les disponibilités du conjoint, parce que c'est sûr que moi j'ai l'expérience de plusieurs femmes, elles ont réussi à obtenir des hauts postes parce qu'elles ont un mari souvent, par exemple dans l'enseignement, qui finit tôt, qui rentre tôt, qui est là pour aller chercher les enfants et qui est souvent là pendant les vacances. Non, chez moi c'est un peu difficile. En fait, on peut le faire au niveau des associés simplement, et il se trouve que les associés sont plutôt mariés souvent à des conjoints avocats et ont des enfants. Donc après, c'est assez difficile à faire parce que les carrières sont finalement pas très longues dans un cabinet comme le mien. Les avocats viennent, c'est souvent leur premier job, et ils restent comme tout Français. Son premier job dure 5 ans en moyenne, donc c'est à peu près le temps que passe un collaborateur dans le cabinet, puis après il part faire autre chose la plupart du temps. Donc c'est assez difficile d'avoir ce type de chiffres. Pour répondre sur diversité, la plupart des grandes entreprises dissocient complètement le sujet de la mixité du sujet de la diversité, et volontairement, pour que, effectivement, comme on est 50%, le sujet handicap, senior, etc., ne soit pas mélangé au sujet de la mixité. D'autant que les leviers d'action ne sont pas les mêmes, c'est ça. Il y a une approche quantitative qui est valable pour toute une série de catégories de discrimination dans les 20 du Code du travail, mais il y a toute une série d'actions qui sont typiques de la question de l'égalité et notamment liées à l'enfant, tout ce qui est le partage. Et donc ça implique des leviers de prise en compte de la parentalité, notamment dans les entreprises, qui sont très différents de ce qui se passe pour les autres domaines de discrimination. Est-ce qu'il y a une autre question? Et il existe un label égalité. Il n'y a pas qu'un label diversité. Il existe aussi un label égalité, mais il va être fondu avec le label diversité bientôt. Ah bon? Ah oui, d'accord. L'avantage du label diversité, pardon, moi, il était purement tactique. Il est vraiment tactique, c'est-à-dire ça m'a évité d'avoir des critiques sur le thème, pourquoi pas demain de la diversité pour les cathos conservateurs, pour les je ne sais quoi, voilà. Et il intègre l'égalité, le label diversité. Mais maintenant, on va fusionner les deux et avec une partie égalité bien spécifiée. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, s'il vous plaît, Ganel Soussens, avocat. Ganel Soussens, avocat. Pour revenir à notre profession, est-ce que le point dur de ce problème d'égalité homme-femme, c'est pas le contrat de collaboration libérale? C'est-à-dire que quand on est avocat salarié, il y a la loi sur l'égalité, il y a les quotas, etc. Quand on est collaboratrice libérale, c'est freestyle, j'ai envie de dire. Que ce soit pour les rémunérations, pour l'évolution de carrière, il n'y a rien de contraignant. Et on est des juristes, on sait bien que s'il n'y a pas de règles contraignantes, la bonne volonté, ça fonctionne, mais ce n'est pas la majorité.
Oui, c'est ce que disait tout à l'heure dans la précédente table ronde Roselyne Billet-Charton, qui était avocat et qui a rejoint le groupe Total, et qui expliquait qu'en effet, maintenant, elle est soumise au Code du travail, dans lequel il y a un chapitre égalité homme-femme, alors que actuellement, avant, elle était soumise au règlement intérieur du barreau, mais ça c'est clair. Oui, de mémoire, dans la charte du collaborateur, il y a quand même des choses sur le sujet. La deuxième chose, c'est ça ne réglera pas, quand bien même on appliquerait le droit du travail dans les cabinets d'avocats, ça ne réglerait pas, ça ne va pas régler la question de la progression des carrières. Je pense que ça ne sera pas suffisant. On peut peut-être imaginer un mode déclaratif, par exemple, que les petits cabinets, parce qu'on a parlé des petits cabinets dispersés, on comprend bien que dans les gros cabinets, il y a du management, il y a de la formation continue sur d'autres thèmes que le droit. Dans les petits cabinets dispersés dont on a parlé, et je pense que ça regroupe beaucoup d'avocats parisiens, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une obligation de déclaration, de déclarer les rétrocessions versées aux collaborateurs filles-hommes en fonction de leur ancienneté au barreau et de leur ancienneté dans le cabinet? Parce que moi, je suis tombée une fois sur un bulletin du barreau spécial femme, un truc comme ça. Je suis tombée de ma chaise, quoi. Je me suis rendu compte qu'on gagnait 30% de moins que les garçons. 40. Enfin, c'est fou qu'il n'y ait aucune mesure contre ça. On le voit, c'est écrit. Et il n'y a pas moyen de faire quelque chose de concret contre ce... Ça paraît fou, ça donne envie de crier, non? Alors là, il y a Marine Duponchel, qui est de l'Union des jeunes avocats, qui connaît mieux le sujet que moi, donc qui va peut-être vous répondre. Marine? Il y a en effet des suggestions d'axes pour effectivement, pour ces cabinets dispersés, dire que l'ordre a un rôle à jouer et que du coup, l'ordre peut par exemple demander à un cabinet où, mettons, il y a 10 associés hommes et mettons 20 collaborateurs, 15 collaboratrices femmes, demander ce qui est mis en place pour que dans la progression du cabinet, les prochains associés soient des associés femmes. Pourquoi est-ce que pour le moment, il n'y en a pas? Et au bout de 2 ans, revenir vers ce cabinet en disant alors, où en êtes-vous? Tiens, vous n'avez toujours pas d'associés femmes, mais c'est quand même bizarre. Il n'y a personne de talentueux parmi vos 15 collaboratrices. Elles vont juste partir les unes après les autres et elles ne vont pas monter. Pourquoi? Et plus l'ordre, finalement, sera impliqué sur ces questions, plus on peut avoir une action sur les petits cabinets dispersés. Je voudrais également revenir sur ce que vous avez dit, Monsieur Linière, sur le fait que vous avez été formé aux stéréotypes. Je pense qu'il ne serait pas négligeable que les membres du Conseil de l'Ordre, les membres du CNB, soient un peu formés et du coup réagissent un peu plus sur ces questions, parce qu'en ayant ça en tête, ils pourraient prendre les mesures, ou en tout cas être plus attentifs aux mesures que les uns et les autres proposent sur ces questions. Vous vous souvenez que Najat Vallaud-Belkacem avait envoyé en formation tous les membres du gouvernement, tous les ministres. Ce serait à imiter. Donc c'est pas spécialement infamant d'aller se faire former aux stéréotypes. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? C'est Paul Linière. Paul Linière, pardon, excusez-moi. Paul Linière a dit, j'ai eu plus d'incitations, Marie-Christine Deluc, avocat barreau de Paris, j'ai eu plus d'incitations de la part de mes associés anglo-saxons que de la part de l'ordre des avocats. Et je voudrais lui poser la question, puisque Marine a commencé à nous en parler, qu'est-ce qu'il attend de l'ordre? Et qu'est-ce que l'ordre des avocats, puisqu'on est quand même en campagne pour 2 candidats, qu'est-ce que l'ordre des avocats pourrait faire pour améliorer l'égalité homme-femme? Je pense que l'identification des problèmes est une chose, parce que ça a été nié, et je crois que franchement c'est la première campagne du bâtonnat durant laquelle on parle de ces sujets. Je crois que l'identification des sujets est une chose. Donc ce chiffre de 40%, déjà, le fait qu'il apparaisse, c'est très important. Ce que je disais également, dans les cabinets, identifier les stéréotypes, nommer les stéréotypes, dire qu'il existe des stéréotypes qui font que ça bloque les femmes dans leur carrière, dans l'évolution de leur carrière. Affirmer ça, que ce discours soit partagé, que ce discours soit reconnu. Donc, proposer des formations sur les sujets. Pour au moins, même si ça ne nous plaît pas, au moins que l'on comprenne nos clients, Total, d'autres, quand ils en parlent. Vous voyez, déjà d'un point de vue purement financier, business, ça peut être utile, juste pour ne pas avoir l'air idiot quand on parle des entreprises internationales. Donc déjà, proposer des formations sur ces sujets, en parler, mais de façon extrêmement professionnelle, et sortir des débats théoriques, alors un peu franco-français, sur est-ce qu'il faut des quotas, pas des quotas, est-ce que c'est contraire à la Constitution, au principe d'égalité républicaine, et tout ça, c'est pas le sujet. Là, on est en train de parler de mesures concrètes, donc comment on fait pour identifier les stéréotypes, quels sont les stéréotypes. Ça a été fait au Sénat. Chantal Joanneau l'a fait sur les jouets.
Bon, mais voilà, c'est exactement ce type de travail. Vous avez le site Macholand aussi qui dénonce systématiquement cela. Mais voilà, c'est ce type de travail, le name and shame, ça peut aussi servir. Le livre de Brigitte Grésy également, Petite traité du sexisme. Exactement, mais c'est ce type, voilà, donc partager ce type de travaux, le labelliser ordre, c'est-à-dire à partir du moment où un bâtonnier le cite, à partir du moment où un bâtonnier écrit sur le sujet, immédiatement, ça devient le discours dominant. C'est très simple. Et moi, quand je le reprends, mais je serai totalement légitime auprès de mes associés et de mes confrères des autres cabinets pour en parler, puisque le bâtonnier le dira. Vous voyez, c'est très simple, il suffit d'injecter ces discours dans la société, je pense. Mais peut-être aussi insister et faire de la pédagogie sur le fait que le marché du droit se féminise beaucoup et que les clients le demandent et qu'il n'y aura plus... je veux dire, s'il n'y a pas une progression sur ces sujets-là, et c'est des marchés en moins et c'est des clients en moins. Donc... Non, mais aussi un sujet business. Ce que l'on attend du bâtonnier, c'est la reconnaissance de certaines discriminations, hein, donc ne pas la nier, la reconnaître. Deuxièmement, l'expliquer. Et la plus grande explication, il y a des discriminations positives, mais c'est souvent des stéréotypes et des phénomènes d'autocensure de la part des femmes, mais qui sont liés aux stéréotypes. Et troisièmement, proposer des actions, soft à ce stade, mais des actions type des objectifs, pour faire évoluer les choses, voilà. Et expliquer que ça se fait pas tout seul, et que quand on dit il suffit d'attendre, ça c'est juste faux. Donc c'est des discours qui sont pas acceptables parce que c'est faux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Non? Bon, on va peut-être pouvoir... Juste pour dire que c'est ça un petit paradoxe, en fait. L'égalité, on croit que ça vient comme ça, mais l'égalité, ça se mesure, ça s'enseigne, ça se contraint, soit par la loi, soit par des quotas, et ça s'évalue. Donc, avec ces 4 verbes, on a déjà un bon programme d'action. Merci à vous 4. Merci. Benoît, vous allez clôturer, non? Non, simplement vraiment un immense merci pour tout ce que nous avons entendu. Et on n'est pas, l'objectif avec Philippe n'était pas de donner nos idées, mais vraiment de vous écouter. Et on a énormément d'idées qu'on va essayer de relire plus tard, mais pas là, parce que ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Merci vraiment. Alors maintenant, si vous voulez, nous nous retrouvons tous à la taverne Henri IV, qui se trouve au bout de la place Dauphine. Et là, on pourra discuter, et là, vous pourrez nous dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que l'ordre doit faire. Mais ce n'est pas aujourd'hui, l'objet de ces discussions n'est pas là, c'est autour d'un verre, entre nous, pour que vous nous disiez voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Et on a déjà quelques idées, car je crois qu'il faut vraiment réussir, il faut avancer, il faut y arriver. Déjà, je vous le dis, on va, Philippe et moi, si on est élus, nous former à cette question.